La conférence de presse aujourd'hui est dédiée à des échanges avec, bien entendu, la presse et tous ceux qui veulent sur justement des arguments juridiques que nous avons portés, que nous allons porter face à une hypothèse. Cette hypothèse a été avancée par les juges de Paris, donc l'hypothèse de la prescription. D'accord. Donc, c'est donc le thème de cet échange. Donc, dès lors que Maître Legvac et puis les différents intervenants auront donné leur point, nous allons donc recevoir les questions de la presse et de toutes les personnes qui souhaiteraient qu'on y réponde. Voilà, c'est un peu le canevas que nous allons suivre. Et donc, je vais tout de suite simplement laisser chacun des partenaires vous dire bonjour et vous demander chaque fois que vous allez intervenir d'énoncer vos noms, vos prénoms et vos qualités ou fonctions ou la raison pour laquelle vous intervenez. Voilà, donc je passe la parole rapidement à Jean-Marie Floureur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Jean-Marie Flower, je suis le vice-président de l'association Vivre et en charge en particulier des questions scientifiques liées à l'objet de cette association qui est entre autres la promotion, la réparation, la défense des communs, de tous les communs, et la santé en fait partie, et d'autre part la défense des populations, des personnes victimes des contaminations aux divers biocides perturbateurs endocriniens, dont le chlordécone. Donc nous sommes une association jeune qui est entrée dans ce combat après de nombreux autres, et nous ne sommes pas seuls, nous sommes en lien avec d'autres partenaires qui vont se présenter parce que cette situation est une situation qui, c'est un bras de fer qui ne pourra se gagner que uni et sur la durée. Bon, je suis Philippe Pierre-Charles, je suis un des porte-parole de Lianage Boudé-Polier Martinique. Lianage Boudé-Polier Martinique, c'est une organisation plurielle qui est née après un forum social en mars 2018 et qui aujourd'hui comprend des organisations syndicales, des partis politiques, des associations écologistes, des associations de femmes, des organisations sur la santé, des médecins, des organisations d'agriculteurs et des simples citoyens. Donc c'est un regroupement large qui, depuis plus de 2 ans et demi, mène le combat sur ce thème avec les partenaires qui sont là aujourd'hui et aussi avec d'autres qui ne sont pas forcément de Lianage Boudé-Polier Martinique, mais avec qui nous faisons aussi des actions. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup que je connais ici, ça fait un moment que je suis cette affaire à la fois scientifiquement, mais aussi par mes engagements et mes conférences. Et donc, du coup, ce nouvel épisode de cette possible ou cette évocation d'une prescription est important. Et donc, j'ai voulu manifester mon soutien à toute cette coalition et ce lianage qui se met en place pour voir comment on avance, comment on trouve des solutions et comment on arrive à porter cette question qui concerne tous les Antillais, donc Martinique, Guadeloupe et ceux qui sont dans l'Hexagone. Je suis Christophe Leguevac, je suis avocat au barreau de Paris et j'ai été chargé par Vivre Guadeloupe, le CRAN et Lianage Boudé-Polier Martinique au mois de juillet 2019 de lancer une procédure d'action collective conjointe qui cherche à démontrer la responsabilité de l'État dans la pollution du chlordécone. C'est une procédure qui était nouvelle, qui n'avait rien à voir avec la procédure ancienne qui était en instruction depuis 2006 au moins. Et cette procédure devant le tribunal administratif suit son cours. Elle regroupe à peu près 2000 personnes et nous démontrons avec des documents et des argumentations précises les différentes fautes qui ont été commises par l'État depuis 1972. Et en raison de ces fautes, nous demandons ce que nous avons baptisé, pas baptisé, mais qui est un préjudice moral d'anxiété, puisque l'ensemble des populations antillaises se trouvent dans une situation d'anxiété, d'angoisse, liée à la fois à l'exposition permanente au chlordécone et aussi à l'impossibilité pour le moment
de trouver des solutions qui assurent la pérennité et rendent un confort de vie véritable aux habitants des Antilles. Donc, cette procédure suit son cours. Elle est indépendante, complètement indépendante de la procédure dont on va parler tout de suite, qui est la procédure pénale. Dans cette procédure pénale qui a commencé en 2006, bon, je suis un avocat qui est arrivé très tard, puisque je suis à la demande de plusieurs personnes intervenues au mois de décembre 2020, et juste après notre demande de constitution de partie civile, qui n'est pas encore actée par le juge, qui doit rendre encore sa décision, nous avons appris par la presse que les juges d'instruction avaient convoqué les parties civiles historiques, les grandes associations et les collectifs qui étaient à l'origine de cette enquête, pour leur annoncer, leur laisser entendre, leur faire comprendre, ou les préparer à une éventualité qui fait beaucoup de bruit et qui est la question de la prescription. Alors, aujourd'hui, je voudrais essayer d'être le plus précis possible en droit. Ce n'est pas mon rôle de porter un jugement ou une appréciation politique ou historique. Ça, c'est peut-être aux différents participants de cette réunion de le faire. Mais en droit, de quoi parlons-nous? La prescription, c'est une technique juridique qui consiste à considérer qu'on ne peut plus agir passé un certain temps. Donc, il y a deux points qui sont très importants pour comprendre. Le premier point, c'est le point de départ de la prescription. Et le deuxième point, c'est bien évidemment la question de la durée de la prescription. Tout ça, c'est la loi qui le prévoit et ça permet en quelque sorte d'être un thermomètre de l'état d'esprit d'un pays ou d'un état de droit face à une discussion, à une question précise. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité récente, mais avec les délits en matière sexuelle concernant notamment les mineurs, il y a un grand débat pour savoir si la prescription doit être, la durée de la prescription doit être accrue, on passerait à 30 ans, et si on doit prévoir ce qu'on appelle une prescription glissante, qui permettrait d'interrompre les crimes sexuels jusqu'au plus récent, ce qui permettrait de sauver des crimes très anciens. Donc, on est dans ce débat public qui est intense et qui concerne, semble-t-il, beaucoup Paris, mais quand on se penche sur le dossier chlordécone, on est surpris de constater qu'on veut nous opposer la prescription. Parce que cela voudrait dire que si la prescription a été prononcée, l'enquête s'arrête. Il n'y a plus de possibilité de poursuivre les coupables et de leur demander des comptes, que ce soit des personnes physiques, encore faut-il qu'elles soient encore en vie, ou des personnes morales. Et là, par chance, elles sont toujours présentes et elles sont toujours bien enrichies par les sommes qu'elles ont pu accumuler pendant ces 30 années d'utilisation du chlordécone. Donc, la prescription, c'est une question très technique. Je vais essayer de faire court parce que je suis déjà un peu long. Ça dépend en fait de la nature du délit qui est poursuivi. Ça dépend de la nature du délit sur plusieurs raisons. Premièrement, c'est le fait générateur du délit ou du crime qui va être le point de départ de la prescription. Alors, c'est facile à comprendre quand on parle par exemple d'un vol ou d'un crime. Le point de départ, c'est l'acte par lequel on dérobe un objet ou on tue une personne. Ça, il n'y a pas de difficulté. Mais dans certains cas, on a, notamment en matière de pollution, en matière de recel de fruits du crime, on admet que le point de départ, ce n'est pas l'acte matériel du crime, mais c'est la cessation du comportement délictueux. Ce qui veut dire, par exemple, pour le recel, le point de départ, ça va être la fin de la détention du bien que l'on s'est volé, que l'on garde et que l'on avait l'intention de revendre. Ou en matière de pollution, ça va être la fin de la pollution. Et on voit bien que suivant la façon dont on va analyser le dossier chlordécone, on va potentiellement avoir un point de départ très ancien ou un point de départ qui dure encore aujourd'hui, puisque ne serait-ce que sur les pollutions, vous le savez très bien, elles continuent et malheureusement, parce que c'est un produit qui a une rémanence très forte, elles vont être exposées, les populations vont être exposées pendant des dizaines d'années, centaines d'années même, d'après les études en question. Donc, premier argument qui consiste à dire nous ne sommes pas face à des délits ou des crimes instantanés, qui ont un point de départ simple, mais nous avons affaire à des délits qui sont continus et donc qui sont toujours en cours au jour où l'on parle. Et donc, s'ils sont toujours en cours au jour où l'on parle, bien évidemment, il ne peut pas y avoir de prescription. Deuxième argument, qui est la durée.
En matière de délit, la durée est de 3 ans à compter de la réalisation du forfait et de 10 ans en matière de crédit. Et donc, là encore, tout va être une question de qualification des délits qui sont retenus. Pour le moment, malheureusement, je vais dire que ce sont des délits qui sont retenus, puisqu'on parle de pollution, de mise en danger de la vie d'autrui et peut-être même de fraude. Et l'une des solutions qui pourrait être proposée à l'ensemble des associations et collectifs qui sont impliqués dans ce combat judiciaire, ça sera peut-être d'ouvrir ce nouveau délit. Je n'en citerai qu'un pour vous faire toucher du doigt son importance, c'est le délit de recel. Le délit de recel a un intérêt extrêmement important parce que c'est un délit que l'on dit autonome. Autrement dit, si par exemple le vol à l'origine d'un objet recelé est prescrit et qu'on ne peut pas poursuivre le voleur, en revanche, on peut continuer à poursuivre le receleur parce qu'il continue à bénéficier des fruits d'une infraction. Comment on va le traduire dans le dossier chlordécone? Bien, très simplement, on pourra démontrer, me semble-t-il, que pendant des dizaines d'années, un certain nombre d'acteurs économiques ont réalisé des profits très importants en vendant en connaissance de cause un produit qu'ils savaient très dangereux, voire mortel, et qui allait polluer durablement l'environnement. Eh bien, en quelque sorte, on va leur demander d'être les pollueurs-payeurs. C'est vous qui êtes à l'origine de tout cela, c'est vous qui en avez profité. Donc, aujourd'hui, vous recelez toujours dans vos comptes ou dans votre patrimoine les bienfaits de cette violation des règles de protection de la nature et on vous demande donc à ce titre des comptes. Écoutez, je crois qu'on a une présentation assez claire des arguments juridiques qu'on peut opposer à la prescription. Il y a tout un enjeu, on va dire, de la qualification du crime qui permettait de définir la durée de prescription. Mais il y a aussi, on va dire, un enjeu, on va dire, politique et social que la justice, qui est la fonction de la justice, en fait. Que la justice en tant que système a aussi une fonction de garantir la paix sociale, mais aussi, et là je crois que c'est un impératif dans l'ère dans laquelle nous sommes, une ère où les questions écologiques sont de plus en plus importantes, où on doit se soucier de ce qui se passe aux générations futures, je crois que la justice a aussi cette fonction de pouvoir garantir des conditions de vie saines pour les populations d'aujourd'hui et de demain. Et donc, au-delà des arguments très précis d'une prescription ou pas, la question qui se pose, c'est comment la justice aujourd'hui permet ou pas aux Martiniquais, aux Guadeloupéens d'envisager sereinement leur futur. C'est la seule question que j'aimerais poser et qui ne rentre pas nécessairement dans le détail juridique. Et je pense que c'est là que c'est une question posée à la justice, mais aussi à tout un chacun. Et je crois que nous tous qui sommes là avons envie de trouver des solutions. C'est pour ça que nous sommes là, simplement. Alors j'ai une première question peut-être justement pour Christophe, pour Maître Léguevac. C'est le fait qu'on puisse, alors tu parlais tout à l'heure de recel, du recel qui peut être un délit intéressant sur le plan donc, de la prescription. Est-ce que pour autant il peut sauter les générations? C'est-à-dire que en supposant que du moment qu'en fait une entité économique est traçable jusqu'à maintenant, et si elle a profité directement ou indirectement de profits donc délictueux liés à la commercialisation d'un produit interdit, ça veut dire que on peut poursuivre cette même entité ou les structures qui en sont responsables, si toutefois c'est une filiale, par exemple, d'un groupe plus important. Il faut bien, alors, en droit des sociétés et en droit des affaires, il y a un principe général d'autonomie des personnes morales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une filiale, normalement, ne peut pas être responsable pour sa mère et une société mère ne peut pas être responsable pour sa fille. Ça, c'est le principe. Comme pour tout principe, il y a des exceptions. Mais plus intéressant encore,
il y a une jurisprudence qui vient d'être rendue par la Cour de cassation en début de cette année concernant des fusions de sociétés. Parce que jusqu'à présent, on considérait que la fusion de sociétés permettait en quelque sorte d'effacer le passif pénal d'une société qui était absorbée. Eh bien, la Cour de cassation dit non, ce n'est plus possible. La responsabilité pénale, en quelque sorte, est transférée à la nouvelle entité créée. Ça, c'est un point très positif parce que ça permettait trop souvent de faire le ménage en disant je crée des sociétés un petit peu gigognes et puis de temps en temps, je les fusionne et comme ça, je change de nom, je change d'identité, je ne veux plus être poursuivi pour le passé. Donc, même s'il y a du… et dans le recel, ce qui est intéressant, c'est la présence, la continuation de l'actif dans le patrimoine. Ce qu'on reproche donc à ces sociétés, c'est d'avoir tiré des profits très importants de l'utilisation de ce produit dangereux et de continuer à profiter de ces gains, sans mettre par exemple en place un fonds d'indemnisation pour les victimes, notamment je pense aux ouvriers agricoles qui sont les premiers touchés, des choses comme ça. Donc il y a matière à aller chercher par le recel, ce qui nécessite après techniquement, c'est un point qu'on verra avec les avocats qui sont déjà dans la procédure, de faire ce qu'on appelle une demande de réquisitoire supplétif, une enquête complémentaire, mais ça fait partie des débats que l'on pourra avoir. Et même sur les autres délits qui sont visés, on aura matière pour faire reculer le délai de prescription, parce que c'est un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le délai peut être interrompu par des actes d'enquête. Alors, interruption, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un acte qui remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que la durée de 3 ans, hop, on repart à zéro pour 3 nouvelles années. Et par exemple, tout acte d'un procès-verbal de gendarmerie, de constat des douanes ou d'une autorité administrative investie de pouvoir de police, par exemple la DGCCRF, tous ces procès-verbaux sont autant d'actes interruptifs de prescription. Donc, ce qui va être très important dans le dossier, ça va être de remonter la chaîne de tous les actes qui sont intervenus pour démontrer que, justement, on peut, d'après moi, d'après les données publiques que j'ai récoltées, remonter jusqu'à 1990. Donc, tous les actes délictueux depuis 1990, d'après moi, ne sont pas prescrits. La difficulté va être différente avant 1990, puisque là, il n'y a pas forcément d'enquête, il n'y a pas forcément de PV. Mais je vous donne juste un exemple. Rappelez-vous, entre 90, les décisions d'interdiction du chlordécone sous la pression européenne, mais l'État français, les différents gouvernements de gauche et de droite décident d'octroyer, à la demande parfois d'élus locaux, des autorisations pour tenir encore 3 ans et écouler les stocks. Eh bien, cette période charnière de 90-93 est une période sur laquelle, d'après moi, nous allons pouvoir non seulement aller chercher les décideurs économiques, les distributeurs de produits, les utilisateurs, mais aussi les politiques, et peut-être aussi les politiques locaux, qui ont pesé de tout leur poids pour justement obtenir ces dérogations. C'est d'autant plus troublant dans certains cas, puisqu'on a de mémoire un pharmacien qui vient expliquer, alors qu'on vient d'interdire le produit pour ce qui est dangereux, que parce qu'il faut écouler les stocks, monsieur le ministre, faites un effort et donnez l'autorisation une année de plus. Donc là, on est vraiment dans des situations qui ne sont pas prescrites et qui nous permettront, le moment venu, de venir discuter de tous ces éléments, je l'espère, devant le juge d'instruction et ensuite devant le tribunal correctionnel. Oui, ce que je voulais, c'est un petit peu prolonger la réflexion juridique à partir d'une notion suivant laquelle la justice est rendue au nom du peuple. Si la justice est rendue au nom du peuple, il y a la question de savoir comment le peuple perçoit les choses. Et il est extrêmement frappant que cette question de menace de non-lieu ou de prescription, etc., a provoqué une indignation et une colère immense au niveau de la Martinique et de la Guadeloupe. Parce que ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a prescription pour les cancers de la prostate? Est-ce qu'il y a prescription pour l'endométriose? Est-ce qu'il y a prescription pour les pollutions du sol, de l'eau, des mers, etc.? L'empoisonnement finalement d'un pays et de ses habitants. Est-ce qu'il y a prescription pour ça? Et ça, c'est la question que la population se pose et c'est pour cela que bon, elle va réagir. En tout cas, nous l'espérons. J'espère qu'on pourra parler des initiatives qui sont en cours de préparation. Oui, on en parlera, Philippe.
Ghislain V2, président du CRAN, vient d'arriver. Et ensuite, on prend les questions des différentes personnes qui souhaitent échanger avec nous et de la presse. Oui, bonjour à tous et à toutes. Désolé du retard, j'ai quelques petits soucis de connexion. Merci à toutes les personnes ici présentes. Donc, je devine déjà l'avant-propos et bien évidemment, nous n'allons pas rester muets parce que la situation actuelle annoncée par la justice, entre guillemets, on sait bien évidemment que c'est une action qui est déposée depuis de nombreuses années déjà contre l'État et on ne s'étonne plus des réactions, malheureusement. Mais cela dit, Philippe Pierre-Charles vient de le rappeler, il n'y a pas prescription pour les personnes malades. Et aujourd'hui, on ne va pas se laisser berner par une entourloupe en nous laissant croire que, eh bien, il y aurait prescription. Parce que ça serait une chose tout à fait étonnante. On sait déjà qu'il y a une première plainte qui a été déposée aux alentours des années 2000, une autre en 2006 et puis une autre que nous avons déposée, nous, collectivement. Et puis, il serait assez étonnant qu'on vienne nous expliquer que pendant toutes ces années, eh bien, il n'y avait pas prescription. Et puis là, soudainement, avec la pression qui se fait, après la dernière commission d'enquête parlementaire où l'État a été reconnu responsable, soudainement, eh bien, il y aurait prescription. Eh bien, nous allons continuer à nous mobiliser comme nous le faisons depuis très longtemps. Et je remercie toutes les personnes ici présentes et et nous apportons tout notre soutien à toutes les personnes qui se mobilisent pour la cause. Une question par rapport à ce qui a été dit au niveau juridique. Effectivement, on pourrait remonter jusqu'aux actes de 90 à 93, finalement, dans la mesure où là, il y a des décisions qui ont mis en danger les Antillais et les écosystèmes. En même temps, historiquement, entre 93 et 99-2000, c'est-à-dire la période où il y a une mission d'inspection générale qui va entraîner les premières mesures à partir de 2000 et 2003, les premières mesures de protection des habitants avec les filtres à charbon actifs dans l'eau, et puis après les mesures dans les sols dans le 2003, il se passe 10 ans encore, enfin, quasiment 10 ans. 10 ans où là, ce n'est pas une action, on va dire, de pollution volontaire, mais il y a quand même une action de non-remédiation face à la pollution. Et est-ce que ça, en tant que tel, le fait de ne rien faire, Bien sûr. Est-ce que ça peut constituer une infraction, un délit ou un crime en tant que tel? C'est-à-dire que le fait de ne... Et on a eu des exemples de personnes qui n'ont rien fait en connaissance de cause lors de la commission d'enquête parlementaire. Mais là, entre 93 et 2000, voire 2003, selon ce qu'on prend, est-ce que ça ne peut pas être un objet d'investigation juridique? Alors, l'objet de l'investigation juridique, oui, mais encore faut-il bien savoir devant quelle juridiction. Là, nous parlons d'une procédure pénale qui vise à démontrer la culpabilité de personnes, et cette culpabilité doit déboucher sur des sanctions pénales, de la prison pour les personnes physiques, des sanctions pécuniaires pour les entreprises. Donc, il faudra identifier, de toute façon, c'est tout le travail, c'est pour ça que c'est très long, il faut identifier pour chacune des personnes concernées les actes qu'elle a commis. Et à chaque fois, le juge d'instruction a un travail à la fois de démonstration d'un acte matériel et d'un acte intentionnel. Sur la notion d'intention, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, utiliser en connaissance de cause un produit que l'on sait dangereux en ne respectant pas les consignes de base, ça équivaut à l'intention de mal l'utiliser. D'accord ? C'est comme conduire en état d'ébriété. On n'a pas l'intention de provoquer un accident, mais on sait qu'on est en infraction et pourtant on le fait. Donc, c'est retenu contre vous. Là, c'est la même chose, mais à un autre niveau. Donc, il faut bien donc distinguer le pénal du reste. Et l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas obtenir une condamnation pénale de l'État en droit français, puisque l'État est protégé par la loi, il dispose d'une immunité. Donc, la seule façon qu'on puisse pour démontrer la responsabilité, c'est la responsabilité civile. Et ça, c'est la procédure qu'on est en train de mener avec les associations et les demi-demandeurs devant le tribunal administratif. Donc, c'est deux mondes différents qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles et tout ça. Parmi les arguments qui ont été invoqués par les juges d'instruction, il y avait à la fois le délai qui pourrait être celui de la prescription, et puis il y a eu aussi ils invoquaient aussi la disparition de pièces du dossier
notamment des archives de la commission des toxiques, probablement. Et j'ai écouté une émission donc, cette semaine avec comme invité le président de la commission d'enquête parlementaire qui a lieu en 2019, donc Serge Letchimy, qui a publiquement réaffirmé que des documents qui avaient été cités comme manquants lors de la commission d'enquête avaient été effectivement remis à l'Assemblée nationale et que donc le juge d'instruction, a priori, ne pouvait pas ignorer ce fait, d'une part, et que d'autre part, c'était a priori le président de l'Assemblée nationale qui avait la possibilité de transmettre ces pièces au juge d'instruction, mais apparemment s'il le demande. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur l'état des lieux, l'état des connaissances, là, en ce 13 février 2021? Alors, c'est une information qui est très intéressante, que je ne connaissais pas, comme quoi il faut toujours faire remonter le plus possible d'informations. Et donc, le moment venu, que ce soit les avocats qui sont déjà dans le dossier, ou moi, quand les parties civiles que je représente auront été acceptées, on pourra en effet demander, ça s'appelle une demande d'acte, au juge d'instruction de requérir auprès du président de l'Assemblée nationale que les documents qui ont été transmis après la clôture de l'enquête parlementaire soit transmis au juge d'instruction. Et ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, le rapport d'enquête parlementaire est très intéressant en soi, puisque en annexe, vous avez des documents de 1968 de la fameuse commission des toxiques qui montrent bien qu'en 1968, donc 4 ans avant la première autorisation, il y avait une connaissance parfaite de la dangerosité pour l'homme et pour l'environnement et pour la permanence de cette dangerosité dans les sols et dans les eaux. Donc, on peut nous raconter ce qu'on veut pour dire on ne savait pas, on ne comprenait pas, etc. C'est faux, puisque dès 1968, la commission de toxiques le sait. Et c'était notifié aux fabricants et aux importateurs. Donc, là aussi, les Lagarrigue et autres, il faut qu'ils arrêtent de nous dire « Ah, mais on ne savait pas que c'était dangereux ». De la même façon que lorsqu'ils ont racheté le brevet en 1980 auprès des Américains, ils savaient très bien que les Américains s'étaient vus interdire par les autorités américaines depuis 1975 la fabrication et l'utilisation du chlordécone sur leur territoire américain. Donc là encore, il faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour les sauvages. Toutes les personnes impliquées dans ce dossier, que ce soit les décideurs politiques, technocratiques ou économiques, connaissaient la dangerosité et la permanence de cette dangerosité. Est-ce que le vendeur états-unien du brevet, alors qu'il sait qu'il y a interdiction, est-ce que ça n'est pas répréhensible judiciairement? Le fait de vendre, pas seulement le fait d'acheter, mais le fait de vendre un brevet, il y a quand même un problème là. Alors, je vais botter en touche parce que ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on analyse en détail. Parce que jusqu'à présent, on s'est beaucoup concentré sur les distributeurs, les importateurs, etc. Mais il va falloir un jour qu'on aille un petit peu chercher l'historique des fabricants. Et notamment, et là je pense que Malcolm, donnant la parole, je vais lui laisser tout de suite. Pour mémoire, il y a une société qui s'appelle Cepic, qui, semble-t-il, n'est pas une société très connue, mais qui depuis a été rachetée par Air Liquide. Donc là, on a une société extrêmement puissante, extrêmement bien dotée, qui aurait peut-être les moyens de contribuer à un fonds, encore une fois, d'indemnisation des victimes du chlordécone. Et je pense en premier lieu aux ouvriers et aux ouvrières qui étaient véritablement sur le feu avec un contact direct avec ce produit. J'ai eu l'opportunité de mener des archives, enfin des enquêtes d'archives sur ce qui a eu lieu aux États-Unis, sur les procès aux États-Unis. Et donc, j'ai quelques éléments sur le dossier. Donc, il faut savoir que la fabrication du Kepon à l'époque aux États-Unis a été interrompue, c'était autour du 20 juillet 75, il me semble. 75. Dans le mois qui a suivi la découverte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont interdit, à partir du moment où ils ont découvert que des employés avaient une trop grande concentration de chlordécone dans le sang et que ça posait problème de santé, ils ont interdit tout. Ils ont dit, attendez, on ne touche à rien. Donc, ils ont interdit la vente des stocks qui restaient, même si
Je sais aussi qu'il y a eu des recirculations illicites, etc. Voilà, en 2 ans, il y a eu 2 enquêtes parlementaires, des lois qui ont été passées, la mairie de la ville, l'association et la filière, enfin l'entreprise et la filière Allied Chemicals qui ont été condamnées. Donc, et dans les archives, on retrouve des informations comme quoi les personnes qui mènent l'enquête avaient l'intention d'informer les Nations Unies pour dire, attendez, on a trouvé ce produit, il ne faut pas qu'il soit utilisé dans le reste du monde, donc on voudrait faire part au reste des nations que, en fait, il ne faut pas utiliser ce produit. Et là, on est en 77-78, 2 ans après. Donc après, sur la vente du brevet en tant que tel, ça je ne peux pas dire, mais en tout cas, il me semble clair que c'était clairement illégal s'il y avait une quelconque vente de quoi que ce soit. Alors, on a une question de Flora Ferdinand. Mais Flora, si vous nous entendez, vous pouvez prendre la main, vous pouvez demander la main et poser votre question. Flora Ferdinand qui nous dit bonjour à tous. Je ne l'espère pas, mais dans l'hypothèse où la prescription soit déclarée, quels seraient les recours? Et je sais que cette question-là m'avait aussi été posée. Les juges d'instruction rendent une ordonnance. C'est une décision judiciaire et comme toute décision judiciaire de premier ressort, il est possible de faire appel de cette ordonnance dans la chambre d'instruction et une fois que la chambre d'instruction a rendu son avis, son arrêt, il est encore possible d'aller devant la Cour de cassation pour que la Cour de cassation statue en droit. Donc, ce n'est pas parce que des juges d'instruction n'ont pas envie d'enquêter que pour autant l'enquête sera terminée. Le combat judiciaire continuera, même s'il sera plus difficile. Depuis la création de notre association, dès le départ, nous avions comme objectif d'internationaliser le combat. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien rendu compte, et c'est l'objet aussi de notre première communication dès notre création en janvier 2019, où nous avons dès le départ dit que nous nous lançons dans le droit fil des combats qui avaient déjà été anticipés par d'autres personnes qui est depuis des années, je nommais tout à l'heure le docteur Pita, il y en a d'autres à nommer, j'ai aucune difficulté à les nommer, les combats qui est en cours et qui a été lancé depuis 2006 par l'ensemble des avocats de la Martinique, de la Guadeloupe, avec le docteur, avec Maître Durimel, avec comment s'appelle encore, l'universitaire, ils sont plusieurs, hein, donc il n'y a pas de difficulté sur ça. Pardon? Vas-y, Jean-Marie. Maître Boutrin. Voilà, Maître Boutrin, donc il y en a pas mal. Il y a Philippe Verdon, voilà, il y a énormément de personnes qui sont dans ce combat depuis déjà, disons, 2000. Et même peut-être avant, si il faut croire qu'il y ait des familles qui ont esté aussi en justice apparemment individuellement. Voilà. Donc, nous, quand on a créé l'association Vive, notre vision, elle était celle-là. Elle était d'ailleurs même avant de la créer, puisque notre démarche a été de contacter toutes les personnes que j'ai précitées. Et donc, l'objectif, c'est véritablement d'internationaliser le combat, se rendant bien compte que le face-à-face anti-France était un face-à-face assez vicieux et disproportionné pour nous, puisqu'en fait, on se bat avec un système qui est soutenu par des complicités institutionnelles hein, qui ne sont ni plus ni moins l'État. D'accord? Donc, et c'est pour ça que dès le départ, on a cherché à fédérer avec nous le CRAN, parce que c'était toute la diaspora et tout ce qui relève en tout cas des Antillais, des Africains, de tous ceux qui sont sur la France et tout le monde, hein, aussi les Européens bien entendu. Et petit à petit, la Martinique, l'INH pour dépolluer Martinique, et puis bien entendu, toutes les associations écologiques françaises avec lesquelles nous sommes en partenariat. Hein, nous avons donc des contacts avec différentes associations. Nous sommes liés avec le collectif Vietnam Dioxide. Donc, ça, si vous voulez, la construction prend du temps, mais elle existe et elle est réelle. Il ne faut pas sous-estimer le chemin qui a été parcouru entre 1972 et 2021, tout simplement. Et que ne serait-ce que ces 3-4 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On est passé d'un niveau où on parlait très peu de cette question à un niveau où là, on ne peut pas ne pas en parler. Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est le but? Non, on a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà pas mal. Et que ça, il ne faut pas sous-estimer, que c'est par le travail de ceux qui sont venus avant nous qu'on est là aujourd'hui, donc qu'on doit continuer. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, ou alors que ce n'est pas encore à la hauteur, mais on vient de loin, entre guillemets. Et d'ailleurs, le chlordécone a été utilisé, comme ça a été rappelé, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, aussi en Asie. Et que là, peut-être qu'on a un rôle, non pas de première victime, mais aussi de premier militant à jouer pour le reste du monde. Que si nous, ici, on arrive à montrer en quoi ce crime ne doit pas rester impuni, que ça peut aussi inspirer d'autres personnes qui sont aussi concernées par ces contaminations, qui ne sont même pas encore révélées.